Bienvenue sur Content Centric, le podcast où nous explorons les stratégies, les formats et les créateurs de contenu qui façonnent la communication de marque aujourd'hui. Je suis Nicolas Huberman, fondateur de l'agence Story for Brands, et tous les 15 jours, je vous invite à plonger dans le monde fascinant du marketing de contenu. Dans chaque épisode, nous décrypterons comment les entreprises peuvent gagner la bataille de l'attention en créant des histoires captivantes et en utilisant les formats de contenu les plus innovants. Que vous soyez un professionnel du marketing, un créateur de contenu, ou simplement curieux de découvrir les coulisses de la communication, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, informé et prêt à transformer votre approche du contenu de marque. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Content Centric. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cyrielle Ariel, journaliste spécialisée dans la RSE et des sujets de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, mais aussi auteure et conférencière. Cyrielle Ariel est une journaliste d'impact spécialisée dans le développement durable et la RSE. Elle est une figure engagée qui utilise son expertise et son influence pour catalyser le changement positif. Cyrielle a une carrière diversifiée à la télévision et à la radio, et elle partage sa vision d'un avenir plus écologique et solidaire à travers ses émissions, ses livres et ses conférences TEDx. Et bon, je connais Cyrielle depuis plus de 20 ans et je souhaitais absolument l'inviter dans ce podcast pour qu'elle nous partage son parcours et son point de vue sur la façon dont les marques doivent s'emparer des enjeux sociétaux, pas simplement dans leur communication, mais vraiment dans leurs actions et dans leurs offres pour réussir à se différencier tout en ayant de l'impact. Alors sans plus attendre, plongeons dans une conversation passionnante. Bonjour Cyrielle, Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement à nos auditeurs ? Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et tous. Écoute, c'est une sacrée introduction. Alors 20 ans, tu me dis un peu, on va peut-être dire 15. Je pense que j'ai un parcours assez d'une passionnée, en fait, si on devait résumer. J'ai commencé avec un blog, ensuite j'ai commencé à faire mes premières... suite à un voyage humanitaire, une opération du cœur, j'ai pris un peu cette notion de fragilité, de vulnérabilité, autant d'un point de vue sur les, on va dire, les humains dans les camps, que ensuite ma propre vulnérabilité vis-à-vis de ma propre vie avec cette opération du cœur. Donc, et depuis, c'est vrai, depuis 10 ans, parce que j'ai eu mon implant cardiaque il y a 10 ans, de retour donc, des camps de réfugiés au Bangladesh, que j'ai pris conscience de la fragilité de la vie, de ma propre fragilité, et que j'avais envie de laisser peut-être une empreinte, un impact positif sur cette magnifique planète. Et j'ai décidé de me lancer dans le journalisme de solutions. Et c'était il y a 10 ans, et on se connaissait déjà. Et je venais d'arrêter de manger des animaux. J'ai commencé cette quête comme ça, cette prise de conscience. Ça a commencé déjà dans l'assiette. Et depuis effectivement 10 ans, j'ai eu la chance de rencontrer des centaines, pour ne pas dire peut-être des milliers de personnes de toute nationalité. C'est extraordinaire, effectivement, et je pense que si on doit résumer, j'ai le parcours d'une passionnée. Et je me suis fait ma place avec, on va dire, mon marteau et mon burin pour, on va dire, essaimer ces portraits de personnes qu'on appelait les changemakers, de personnes inspirantes. Et donc, j'ai commencé effectivement toute seule avec un blog, sans business model en 2015. Puis ensuite, 2016, mes premières apparitions dans les chroniques TV sur Ushuaïa TV. Puis 2017 sur les ondes de Europe 1. Et puis 2020 sur les ondes de BFM Business. Et 2022 sur RMC Découverte. J'ai monté ma boîte entre-temps pour effectivement donner des conférences en tant que moi-même conférencière ou en tant que modératrice, journaliste, table ronde sur ces enjeux-là on va dire, de RSE, de développement durable, d'impact, de raison d'être. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai envie de me challenger. Ça fait 3 ans, 4 ans que j'ai envie de parler d'océan, de protection du vivant, de biodiversité. Et puis aussi de mon activité favorite depuis que je suis toute petite, la plongée sous-marine. Ça, on en parlera ouais. un peu tout à l'heure et de tes projets avec les requins. Mais donc nous, on se connaît depuis très longtemps. Moi, je continue à te suivre. Tu étais une des premières à évoquer tous ces sujets de la RSE avant même que ça devienne tendance. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je veux vraiment avoir de l'impact et parler des changemakers? Le sens, Nicolas. Et je pense que c'est un sujet intrinsèque et qui nous
En fait, je pense que on a tous besoin en tant qu'être humain d'avoir du sens. Alors, il y en a, ils ont le sens à travers leur métier. Par exemple, comme moi aujourd'hui, je n'ai pas de responsabilité à proprement parler, par exemple, en tant que mère. Je pense que quand on devient parent, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, on a le sens de la responsabilité qui arrive dans notre quotidien H24 et ça ne nous quitte plus. Et aujourd'hui, en tout cas, effectivement, c'est aussi le sens dans le métier. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est ma principale partie dans ma vie. Mais effectivement, c'est cette quête de sens après avoir croisé des réfugiés. Et effectivement, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour croiser la pauvreté. Mais en tout cas, moi, c'était mon déclic. C'est mon histoire. Et c'est à partir de là que je me suis dit, je ne veux plus faire un métier, tendre mon micro. J'étais journaliste dans un grand groupe médiatique et sauf que on m'imposait des sujets. Et là, je me suis dit, j'ai envie de créer mes propres sujets. J'ai envie de tendre mon micro à celles et ceux qui me passionnent, qui m'inspirent. Et après, c'est en tombant dans cet univers, on va dire, des entrepreneurs sociaux, avec des incubateurs comme Make Sense, je me suis dit, mais en fait, il y a un monde de solutions qui existe. Quand on allume la télé ou les gros titres, c'est anxiogène. C'est anxiogène et personne n'en parlait vraiment, en Et tout là, cas à il y avait l'époque. des petits bras, des entrepreneurs qui créent des solutions pour les SDF, pour les femmes réfugiées. Enfin, c'était vraiment genre le monde des solutions. Je me dis, mais pourquoi on n'en parle pas? C'est génial, ces créateurs, on va dire, d'espoir, en bas de la rue et aux quatre coins du monde. Et c'est là que je me suis dit, mais moi, j'ai envie de passer mon temps à les interviewer. C'est génial ce qu'ils font. Ils apportent des solutions. Pourquoi on n'en parle pas? Et c'est comme ça que j'ai eu cette effervescence. Et à quel moment précis tu t'es dit, là, je suis sur la bonne voie. C'est vraiment ça que je veux faire. C'est vraiment, je suis là pour ça. En croisant les réfugiés et un mois plus tard, en recevant un implant cardiaque, ça a été un électrochoc. Et c'est là que j'ai compris que ma vie ne tenait plus qu'à un fil et que le temps qui me restait, je voulais le faire avec des choses qui me faisaient, on va dire, du bien, qui me passionnaient. Et je me suis dit, je venais de croiser des humanitaires qui venaient en aide à des personnes qui n'avaient pas de patrie. Donc en fait, quand on n'a pas de patrie, qu'on n'appartient à aucun pays, mais je vous laisse imaginer la misère dans laquelle vous êtes reconnu de personne en fait. Et donc ça, c'est par exemple le cas des Rohingyas. Ni la Birmanie, ni le Bangladesh ne les reconnaissent, donc ils sont dans des camps et ils dépendent des aides humanitaires depuis des décennies. Et là, je me suis dit, moi, j'ai envie de montrer, de rencontrer, de partager des histoires de personnes qui viennent en aide et qui trouvent des solutions. Alors au début, on appelait ça les objectifs du millénaire des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est les ODD, les 17 ODD, les objectifs du développement durable. Et donc depuis, ça fait maintenant 10 ans que je passe mon temps et toutes mes activités à essayer de voir toute cette effervescence. Et jusque dernièrement, effectivement, dans le milieu des entreprises, comment ils essaient de mettre plus de social, de sociétal et d'environnemental dans leur business model. Si tu devais changer quelque chose à ton métier de journaliste au début, avant d'avoir ce déclic, ça serait quoi? Je ne sais pas si je changerais quelque chose. On va dire, j'ai mangé beaucoup de pain noir parce qu'il fallait s'en sortir financièrement dans cette vie parisienne, seule. Mais je me dis, on ne va pas venir frapper à ma porte si les gens ne voient pas ce que je fais. En fait, aujourd'hui, c'est l'univers en 2014-2015. C'était véritablement le monde des solutions. Et je me dis, il faut que je crée en fait comme une sorte de book. Donc j'ai créé mon site internet et je passais ma vie avec mon ordinateur sous le bras, avec zéro réseau, zéro background, juste avec ma détermination, mon loyer et mon culot pour aller voir des personnes et et les interviewer à l'oral. Et ensuite, je rédigeais tout. Je passais mes jours et mes nuits pendant des mois et des mois. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être repérée par Ushuaïa TV qui me disait, mais c'est marrant, tu rencontres un peu tous nos copains, Pierre Rabhi, Yann Arthus Bertrand, mais comment tu les connais? Qui es-tu? Pourquoi tu es dans cet univers du développement durable, on va dire des enjeux notamment environnementaux? Et c'est là que je leur ai expliqué mes débuts et que j'ai commencé. Et je pense que je ne changerai rien. J'ai vécu vraiment des downs. Et en même temps, ça m'a forgé. Et en fait, quand on est au plus bas, on peut être on ne peut que remonter la pente. En fait, c'est l'apprentissage de la vie, et ça nous renforce, ça nous endurcit. Et est-ce que je devrais changer? Non, ma détermination a été vraiment hyper puissante, hyper forte. Et c'est grâce à elle que, c'est le fait de se dire, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Je vais vivre de cette passion. Tu es souvent sur le terrain. C'est quoi les expériences les plus fortes qui t'ont le plus marqué? On va dire d'un point de vue humain, c'était le Bangladesh.
Et ensuite, en 2020, janvier 2020, je pars avec Bibliothèques sans frontières, je crois 4 jours en Jordanie, faire des portraits de réfugiés syriens dans le camp d'Al-Zatari. Et c'était des portraits d'enfants. Et quand on les interviewe, ils vous disent qu'ils ont perdu leur famille sous les bombardements. Ils n'ont qu'une chose, qu'un seul rêve, c'est de retourner un jour dans leur pays, donc en Syrie, une fois que le pays sera apaisé, pour revivre, retrouver leurs proches, pour ceux qui en ont encore, et surtout reprendre une vie normale, reprendre la vie des choses, retravailler, reprendre ses études. Et là, ouais, ça m'a vraiment... Mais pendant une semaine, à mon retour, j'étais enfermée chez moi, j'étais triste en me disant « Waouh !» D'un point de vue environnemental, je suis allée en Amazonie, oui, effectivement, mais je suis allée en Arctique aussi. Et à un moment, quand on voit que l'iceberg s'effondre 5 fois en 1 heure, la première fois, on dégaine le téléphone pour le filmer. Deuxième fois, troisième fois, et à la fin, on ne sort même plus. En fait, on se dit, oh, en fait, ça devient un peu trop. Qu'est-ce qui se passe? Là, je suis là en mode de manière très éphémère en tant que touriste. Je faisais un magazine pour MC Découverte et je me dis, mais en fait, c'est grave, en fait. En Arctique, sur les pôles, c'est là où ça s'effondre le plus rapidement. C'est ce qui va nous arriver. Et là, ça fait vraiment pareil, la boule au ventre en se disant, mais qu'est-ce qui va nous arriver si en 1 heure, 5 fois, j'entends l'iceberg s'effondrer? Ça va à une vitesse phénoménale. Donc ça, par exemple, d'un point de vue environnemental, de voir qu'il y avait du plastique aussi en Arctique, hein, des microparticules, etc., c'est que ça va très très vite, la pollution, le dérèglement. Et donc ça aussi, ça donne la boule au ventre. Tu parles souvent des changemakers. C'est quoi pour toi un changemaker? C'est quelqu'un qui a tout compris. Et sa vision, c'est tout sauf l'anxiété, c'est le monde des solutions. Et c'est de se dire, on y va. Le matin, on se lève pour tendre la main. Donc, à différents enjeux, mais en tout cas, c'est apporter des solutions. Et c'est des personnes qui s'engagent de manière sociale, sociétale ou environnementale. Et qui apportent des solutions. Alors, ça peut être dans des grands groupes, ça peut être en intrapreneuriat, ça peut être en entrepreneuriat, ça peut être de manière complètement bénévole. Mais voilà, c'est des personnes qui donnent de leur temps, bénévolement ou par leur métier, leur travail, à essayer de penser nos mots, MAUX. Et tu penses que ça impacte les choses? Je pense que ça fédère où qu'on soit, en interne, dans sa famille, ou dans son travail, des personnes qui agissent au quotidien. Ouais, on voit bien que les enjeux de la RSE, on va dire il y a 15 ans, c'était un petit bureau. Aujourd'hui, ça vient jusqu'au COMEX de grandes entreprises. Donc il faut entendre tout ça. Il faut entendre tout ça et on les prend de plus en plus au sérieux. Et aujourd'hui, une entreprise qui ne s'engage pas, pour moi, c'est une entreprise qui ne se projette pas. Merci. On en parlera après sur tous les contenus autour de la RSE et des entreprises qui s'engagent. Tu as rencontré plein de monde super connu, super important sur tous ces sujets. Je pense à Jane Goodall, je pense à Dalai Lama. C'était quoi les conversations que tu as pu avoir avec eux qui t'ont le plus inspiré? Jane Goodall, c'est une figure inspirante. Elle a commencé toute seule, on va dire presque sans diplôme, et c'est pour ça qu'elle a été en Tanzanie à observer les chimpanzés pendant 8 mois. Donc des parcours de personnes effectivement qui partent de rien, des passionnés quelque part, et puis finissent par inspirer des milliers, des millions de personnes avec cette vision toujours, on va dire, positive. Soyons solidaires, préservons nos forêts, préservons nos puits de carbone, préservons le monde du vivant parce que nous sommes reliés à ce monde du vivant. Ce n'est pas juste une espèce, les chimpanzés, c'est intrinsèque, ça s'appelle nos forêts. On a besoin de nos forêts pour refroidir le climat. Enfin, tout est lié, interconnecté. Et donc ces personnes qui nous font prendre conscience que nous faisons partie d'un tout, que nous sommes une espèce à part entière. Mais par contre, nous sommes l'espèce la plus dévastatrice et qui nous remet, on va dire, un peu de manière humble. On n'est rien, en fait, dans cet univers. La planète est là depuis 4 millions d'années. Si on continue comme ça, c'est plutôt notre espèce qui va partir. C'est pas la planète qui va exploser tout de suite. Et donc, ces personnes-là, oui, ces personnes qui nous remettent, on va dire, à notre place de manière humble, sans ego, parce qu'ils ont une vision long-termiste. Hein. C'est pas la vision politique. On doit protéger son siège pendant 4 ans ou 5 ans. Là, c'est très long-termiste et c'est ça, en fait, le danger. C'est quand on réfléchit à sa petite place, à son statut sur un court terme. Et puis, on veut vite mettre ses trucs en place. On veut vite mettre ses lois en place. Alors que ces personnes-là, elles n'ont rien à prouver. Elles sont sur long terme et ça fait 30, 40 ans
qu'elles répètent la même chose et elles inspirent notre jeunesse. Et donc oui, Jane Goodall, mais aussi Sylvia Earle d'un point de vue océanique, parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment les pieds dans l'eau et mon cœur est dans l'océan. Des personnes qui, pareil, le même discours. Et elles sont toutes... ça peut... Et aujourd'hui, ce sont les jeunes aussi. Moi, j'adore quand j'entends des patrons, des patronnes qui me disent « Ah, mes enfants sont devenus végétariens, ils ne veulent plus tuer les animaux, ils ont compris l'impact carbone ou l'éthique animale. » Je me dis « C'est marrant, aujourd'hui, il y a aussi cette jeunesse qui éduque, ou en tout cas qui éveille, ou qui aide les parents à prendre conscience de la fragilité. Donc ça, c'est vraiment des choses où je vois c'est en train de bouger. Je ne sais pas comment ça se passe toi à la maison, mais les enfants aussi deviennent de plus en plus éveillés parce qu'on est interconnectés aussi avec les réseaux sociaux. Et que, donc ça, je trouve ça dingue. Ouais. Inspirant. C'est clair. Nous, le premier truc, c'était les zoos. On aimait aller dans les zoos, et puis maintenant, on n'y va plus du tout. Tu parlais tout à l'heure des médias, que les médias avaient un rôle à jouer, que les médias étaient toujours très pessimistes sur tous ces sujets, au lieu d'apporter des solutions. Toi, tu as travaillé dans les médias, donc tu as apporté un petit peu d'optimisme dans tous ces sujets-là, avec des solutions. C'est quoi pour toi le rôle des médias et pourquoi ça ne bouge pas aussi vite ? Je trouve que ça bouge. Il y a de plus en plus d'émissions. On était l'une des premières, je tiens à le dire, sous Frédéric Schlesinger, en 2017-2018, effectivement, avec cette émission qui s'appelait Circuit court, animée par Maxime Switek sur Europe 1. On a fait une saison et c'était l'une des premières qui parlait 1 heure de grande antenne, vers 13h, 14h, d'économie sociale et solidaire. Toutes les personnes que j'avais interviewées les 3 dernières années, qui étaient un peu inconnues au bataillon pour certains ou certaines, paf, et on les mettait à l'antenne, c'était extraordinaire. Et donc si les médias bougent, je vois qu'il y a de plus en plus d'émissions en tout cas qui parlent d'environnement, peut-être un peu d'entrepreneur social aussi, peut-être un peu moins de RSE, parce que quand on fait l'interview d'un grand patron, c'est toute sa stratégie qui est décryptée, mais il parle en tout cas de plus en plus d'environnement. Au niveau des campagnes publicitaires, etc. On le voit bien au niveau du marketing. On parle de réduction d'empreinte carbone, on parle de développement durable, on parle de protection de la planète. Donc ça y est, ça rentre. Et en plus, c'est sur les grandes PLV, dans le discours marketing, dans le discours... c'est pas que du marketing, on espère, parce que ça s'appelle du greenwashing, ça tu le sais très bien. Mais ça prend vraiment une place majeure. Alors là, effectivement, il y a l'IA qui occupe une place prépondérante dans notre quotidien et dans l'espace médiatique. Mais il y a toujours les enjeux environnementaux, parce que de toute manière, ils sont toujours là. C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as rencontrées au début quand tu parlais de ces sujets ? Au début, j'appelais ça du journalisme de solution. Aujourd'hui, c'est plus journaliste d'impact. Mais on disait, mais les bonnes nouvelles, ça n'intéresse pas. D'accord, vraiment. Les bonnes nouvelles, ça n'intéresse pas. Donc, j'ai commencé sur mon blog, Zéro Business Model, en disant, en tout cas, je suis une passionnée. Je ne vais pas répondre dans leur cas. J'ai vraiment envie d'interviewer des personnes, des entrepreneurs sociaux qui ont des startups à impact. Je trouve ça génial. Donc, j'ai essayé de drainer du flux avec des personnalités. Mais en parallèle, il y avait des pépites qui avaient peut-être 6 mois, 8 mois, que j'avais découvert sur Make Sense, etc. Et dans le giron de Make Sense. Et je me disais, mais c'est génial ce qu'ils font pour les SDF, pour les mères réfugiés, pour apprendre le français, pour des traiteurs engagés, inclusion. Et j'ai adoré. Mais il y en a de plus en plus. Après, il y a des médias alternatifs. Il y a beaucoup de podcasts aussi qui se font. Donc, je pense que ça s'est vraiment démocratisé. Il n'y en a toujours pas assez, forcément. Il faut toujours qu'on parle de guerre ou de guerre politique, d'assassinat. Voilà, ça fait les gros titres, etc. Donc, en fait, c'est vrai qu'on ouvre les médias, que ce soit la télé ou dans nos oreilles, dans les ondes, c'est toujours anxiogène, en fait. Et donc, en fait, on est toujours englué dans des énergies négatives. Donc, c'est vrai que se lever le matin avec la fraîcheur de nos enfants ou de notre conjoint ou conjointe, et puis on regarde les médias, on se dit, quand est-ce qu'on part en vacances, qu'on voit du bleu, qu'on va à la montagne, parce qu'effectivement, quel monde on est en train de dessiner pour les futures générations. Donc c'est anxiogène. Donc en même temps, on dit toujours la faute des médias, mais ce que je dis, c'est qu'on a quand même le pouvoir de changer de fréquence ou d'onde et d'écouter de la musique ou de regarder, je sais pas, des documentaires inspirants,
par exemple sur la nature qui nous inspire, etc. Donc en fait, on a aussi l'action de pouvoir enlever ces ombres ou de couper. J'en connais énormément autour de moi. Voilà, ils se coupent un peu des médias, regardent les gros titres et après ils se plongent. Et c'est ce que je fais aussi parce que les faits divers, enfin, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Et c'est pas bon pour Ouais. l'organisme, tout le monde le dit, d'être pollué, de s'auto-polluer d'ondes négatives. Donc c'est pour ça on était là à l'ère du développement personnel, de la méditation et tout. Oui, mettez-vous de la musique douce, de la musique qui vous fait du bien en fait. Ça peut être douce ou ça peut être du hard rock. Moi, j'ai beaucoup d'encens, du calme, des choses qui vous font du bien. Et écrivez, inspirez-vous, mais se couper de tout ça, c'est pas parce que... moi, j'ai appris au début, j'étais là, oh mon Dieu, je suis pas au courant, je suis pas au courant. Et en même temps, au courant, pourquoi pour me... D'arrêter les alertes sur son Ouais, téléphone. pourquoi me sentir plus stressée, me faire des pointes au cœur avec mon implant, me faire de la tachycardie et tout. Mais mon Dieu, non. Mon temps est compté. Et il faut arriver à se faire du bien. Créer sa bulle de positivité, non? C'est clair, c'est clair. Et les entreprises le font de plus en plus. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment tu vois un peu les entreprises qui produisent du contenu autour de la RSE? Tu en as parlé tout à l'heure. Parfois, c'est très marketing et très marketé. Euh, c'est quoi les bonnes pratiques que tu as pu voir? Alors, il y en a énormément. Alors, forcément, plus les entreprises sont grandes, plus elles ont des moyens et plus elles peuvent, on va dire, proposer, on va dire, ces bulles vertes à leurs collaborateurs. Mais par exemple, je sais que la Fondation Maison du Monde, et ça, c'est extraordinaire, c'était les congés solidaires. Je suis partie en Amazonie. Ils choisissent une quinzaine de personnes, de collaborateurs à travers le monde. Et en fait, la Fondation Maison du Monde soutient des associations liées à l'environnement. Et notamment, je pense que c'est lié au bois, parce qu'ils utilisent Maison du Monde beaucoup de bois, donc ils veulent, on va dire, le rendre à la nature et ils soutiennent des projets. Et effectivement, je trouve ça génial de pouvoir emmener ses collaborateurs. Là, c'était 10 jours de congé solidaire en Amazonie pour voir quel type d'association il soutenait. Et là, c'était via l'arrondi en caisse. Donc, c'est pour ça, quand on est en arrondi, normalement, si sur un mois, les clients ont pu, je sais pas, lever 30 000 euros avec des arrondis en caisse, je crois que l'entreprise s'engage aussi à matcher, à donner de sa poche. Sinon, en fait, quand on dit, moi, je suis engagée, mon entreprise est engagée parce que j'ai l'arrondi en caisse, j'ai envie de dire, enfin, en fait, c'est vos clients qui sont engagés. Vous mettez juste un logiciel dans Caisse. dans vos caisses, dans vos TPE, mais en fait, c'est l'argent de vos clients, c'est pas le vôtre. Vous êtes engagé si vous donnez aussi une somme. Ça c'est important aussi. Quand on dit on fait l'arrondi en caisse, c'est faut creuser. Mais là, je crois qu'aussi Maison du Monde donnait. Et en fait, là, je trouvais ça génial de mettre en immersion ses collaborateurs dans une zone où, en fait, voilà, l'entreprise s'engage. Et là, c'était extraordinaire de vivre parmi des indigènes, les Tikuna. On était en Amazonie colombienne et c'était extraordinaire d'avoir, voilà, Tu les avais accompagnés? Ouais, j'avais fait un reportage. C'était fin 2018. J'avais passé 10 jours se laver dans l'Amazone, être au milieu des tarentules, vivre avec des indigènes. Surtout quand on est végétarienne, c'était assez drôle. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Je sais que le groupe Rocher aussi, dès qu'il y a un nouveau collaborateur, il plante un arbre parce que ça fait partie de la famille Rocher. Dès qu'il y a une naissance, on plante un arbre. Donc je crois que chaque collaborateur qui arrive plante un arbre. Donc il y a des journées comme ça, porte ouverte. Je ne sais pas comment ils l'appellent, les Green Days, etc. Mais je ne peux pas toutes les énumérer, hein, mais c'est très personnel à chaque entreprise, à chaque valeur des patrons, des CEO, ou même parfois voilà, des directeurs ou directrices RSE. Enfin voilà, ça vient des collaborateurs, ces idées-là. Il y a aussi le mécénat de compétences. Si on veut faire un jeune une solution, qui était l'ancien... c'était sous du ministre, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est aujourd'hui Thibaut Guy, je crois, quelque chose comme ça. Et c'était quoi le principe? Le principe, c'était de donner, de faire du mécénat de compétences, et c'était d'accompagner des jeunes. Là, c'était donc partage de compétences et aussi du bénévolat en interne. Et aussi, chaque directeur, chaque collaborateur peut coacher et former des jeunes, voilà, des jeunes éloignés de l'emploi, etc. Donc ça, je trouve ça génial aussi pour accompagner et coacher des jeunes et leur donner confiance, parfois leur chance, etc. Donc ça, c'est vraiment... ça, c'est des actions que les entreprises font. Et donc, il y en a, elles veulent axer sur le handicap, d'autres sur l'environnement, le mécénat de compétences. C'est hyper...
hyper personnel et chaque entreprise choisit son propre, là où ils veulent mettre leur curseur. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui sont mises en place par plein de marques. Elles communiquent peu, finalement, sur ces différentes belles actions qui engagent l'interne, mais également l'externe, les clients, etc. Pourquoi tu penses qu'elles communiquent peu sur ces types d'actions? Alors, je pense pas qu'elles communiquent peu, parce que celles qui voilà, sont grandes et au-dessus de je ne sais plus combien de salariés, ils doivent de toute manière avoir un rapport Un rap- extra-financier. Et, Maintenant, il y a le rapport RSE, ben voilà. exactement. Donc, elles communiquent dessus, c'est juste qu'après, c'est pas forcément sur leur, en front page de leur site internet ou de leur compte Instagram. Mais elles le disent qu'elles elles font partie du 1% pour la planète. Donc non, non, c'est dans leur rapport RSE. Et quand on met le nez dedans, on voit bien qu'il y a plusieurs associations, plusieurs liens ou collaborations faits avec des associations, des fondations, etc. Donc non, même Total, lui, ils sont très engagés sur l'inclusion et le handicap, je crois. Bah, à travers leur fondation, c'est X millions alloués chaque année à X associations de par le monde où l'inclusion, etc. Donc même, on va dire, les géants qu'on ne veut pas regarder le font. Oui, parce que c'est obligatoire et que ce rapport RSE est obligé de sortir chaque année sur toutes les actions, mais enfin, ils ne communiquent pas vraiment dessus, c'est légal, entre guillemets, et donc ils le font. Est-ce que tu as en tête les qualités d'un bon contenu RSE? Je veux dire, sur quel format? Plutôt la vidéo? Par exemple, ça dépend dans quel univers on est. Est-ce qu'on est dans le secteur de l'automobile? Et on ne va pas forcément parler d'électrique, alors très peu d'hydrogène. Là, je vois bien que ça a du mal à monter chez nous. Mais ils vont parler d'électrique, de zéro émission. Enfin, ça dépend en fait dans quel univers. Un bon contenu, en fait, ça s'appelle la performance durable aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on doit toujours bien évidemment faire de la performance. Il faut garder son business model pour pouvoir payer ses prestataires, ses collaborateurs et faire du chiffre. Mais voilà, de manière plus durable et on va dire autrement. C'est plus business as usual. Ça, c'est ce qu'on disait en 2020, le monde d'après, le monde d'après Covid. Mais un bon contenu, c'est simplement... Bah, par exemple, j'ai été alertée cet été, c'était sur Air France, qui, de manière humble, et ça, c'est ce que je disais à un des patrons l'année dernière avec lequel j'ai déjeuné, je pense que ce qui est bien, aujourd'hui, il faudrait qu'on est dans l'ère de la sincérité. Et je pense que de dire qu'on on ne peut pas y arriver, qu'on n'est pas on sera pas forcément net zéro carbone en 2030 ou en 2040, mais de manière humble, de dire qu'on essaye de faire son mieux pour réduire ses émissions, pour mieux rémunérer ses collaborateurs, pour amoindrir son impact environnemental. Et ben, je pense que le discours, c'est l'humilité aujourd'hui. Et Air France disait, on n'y arrivera sans doute pas à être neutre en carbone à horizon 2030, mais nous faisons. Et cette campagne, elle m'avait, parce qu'on pointe du doigt, on pointe du doigt bien évidemment les compagnies aériennes pour leurs émissions. Et en fait, j'ai trouvé leur discours très humble. Et je me suis dit, bah, de toute Ils façon, font oui, les c'est efforts. péremptoire, mais c'est péremptoire pour n'importe qui, en fait. Mais au lieu de se targeter, nous sommes les champions du monde, les rois du monde, on va dire, du green, plutôt de dire de manière humble, on va essayer, on a des... Enfin, voilà. C'est très dur, le contexte économique est dur pour tout le monde. Hein. Mais en revanche, on essaye de faire notre mieux. On a pris conscience et on essaye de faire notre mieux pour atteindre le net zéro carbone à horizon, blablabla. Et ça, je pense que ça c'est vraiment la clé aujourd'hui, l'ère de la transparence et de l'humilité. Et de l'authenticité. Et tu penses qu'il y a beaucoup de marques qui ne le font pas aujourd'hui, qui se cachent derrière, des fausses pratiques ou des... Il faut étudier chacune des campagnes. Ça va être très, très, très vite. Donc, j'ose imaginer que c'est moins dans le bling-bling et plus dans le discours, on va dire, de la véracité. Parce que c'est ça, toujours mettre plein de paillettes et voir comment c'est fait derrière. Mais je pense et j'ai espoir. Tu disais tout à l'heure que chaque marque avait son ADN et sa vision de la RSE et de ses engagements. Ce serait quoi tes conseils pour que les marques puissent intégrer des actions de RSE dans leur ADN? Bah, je pense qu'elles le font déjà. Je Ouais. pense qu'elles le font déjà aujourd'hui. Elles ne peuvent plus ne pas parler
d'enjeux environnementaux. Par exemple, même la semaine dernière, par exemple, la certification B Corp. Je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la certification B Corp. Et c'est normal, parce que c'est une certification donc, on va dire internationale, plus connue dans le monde anglo-saxon. Et il y a seulement plus de 9100 entreprises qui sont certifiées B Corp au monde. B Corp, c'est s'engager sur 5 critères, l'environnement, le social, le sociétal, etc., les énergies. Et en France, il y en a 480 à peu près, donc moins de 500. Donc c'est très très peu. Et pourtant, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que par exemple, Nespresso le met sur, ça va dire, ses boutiques. Ils mettent ce petit B de B Corp sur leur boutique. Et j'ai vu la semaine dernière que c'était Bâche. Donc, c'est pas non plus forcément connu pour être très éco-responsable, bien qu'en interne, ça bouge énormément, le monde de la fashion. Et ils sont certifiés B Corp et ils ont mis ce logo sur leur boutique. Et ça, je trouve que, enfin, je pense qu'une personne sur 10 ne comprenne pas ce logo quand c'est affiché sur la porte d'une boutique. Et pourtant, je me dis, waouh, moi qui avais interviewé les deux fondatrices, Barbara et Sharon, de voir aujourd'hui en 2024 qu'elles ont la certification et qu'elles le montrent en boutique, je trouve qu'il y a des pas de géants. Des pas de géants. Après, bien évidemment, être parfait, c'est impossible. Mais en tout cas, aller dans le bon sens et prendre conscience que je trouve que c'est déjà un énorme pas. Nespresso l'a mis sur ses boutiques, Bâche et d'autres. Il y a plein de marques, etc. Donc ça, je trouve que après le greenwashing, il faut être dans les petits papiers parce que c'est impossible de tout connaître si on n'est pas en interne et qu'on n'a pas le nez dans tous les rapports. Mais je trouve que c'est déjà un énorme pas pour moi. C'est clair. Après, le greenwashing, tu le disais, c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est compliqué aussi pour les clients de déceler toutes Il y a les les mauvaises actions. étiquettes, hein, il y a les étiquettes, il y a si on veut voir où sont fabriqués les vêtements, si on veut voir, on va dire les ingrédients d'un produit. Enfin, pareil, encore tout dépend du secteur. Mais après ça se demande, hein, même dans les savoir d'où vient la provenance de ces produits. Donc de plus en plus, quand même, on a accès. Après, est-ce qu'on est tous curieux? Donc on demande aux entreprises de faire un maximum. Après, mais elles sont normalement, via la réglementation, effectivement, elles se doivent d'être plus transparentes. Et ça, c'est vraiment une grande avancée. Et en France, on est quand même un peu les rois de la réglementation. On pousse, on pousse, on pousse. Moi, quand on interviewe les CEO, c'est pas pareil quand ils vont sur le marché asiatique ou américain. C'est nous en Europe et surtout en France, on est vraiment très précautionneux là-dessus. Et bravo. Bravo, parce qu'on est très minutieux là-dessus. Mais on a une très très forte réglementation. Et après, effectivement, à nous de mettre notre nez sur les étiquettes et poser des questions. Et tu penses que les consommateurs doivent avoir un rôle à jouer pour combattre ces sujets de greenwashing que l'on peut voir, en plus de la curiosité? Un smartphone, un bad buzz, ça va très très vite. Il y a plein de cas où on va pointer du doigt le fait qu'il y a un requin-renard sur une étale de poissonnerie dans un Leclerc alors que c'est une espèce protégée. Donc, il suffit de le prendre en photo, puis ça fait des bad buzz et après ça fait des articles. C'est ce que je dis, on a tous le pouvoir. Par exemple, si une entreprise dit c'est du Made in France et sur une étiquette on voit que c'est Made in Bangladesh ou Taïwan, on le met sur les réseaux sociaux et ça fait des bad buzz en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a quand même le risque du bad buzz. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises, par exemple, ne veulent pas communiquer sur ce qu'elles font, alors qu'elles font parfois des choses très bien, mais elles ont peur de ça. Donc en fait, il y a vraiment deux salles, deux ambiances. Est-ce que toi, tu as déjà été approché par des marques pour collaborer sur une conférence ou autre, et puis tu t'es dit, euh, leurs pratiques sont pas forcément très claires, et donc j'y vais pas? Généralement, quand on m'approche, c'est qu'elles font des choses, même parfois des fondations. C'est qu'elles mettent en lumière, elles ont un budget pour, par exemple, soutenir des entrepreneurs sociaux à impact. Généralement, quand elles m'approchent, c'est que c'est pour faire ou modérer du contenu et puis même poser des questions même pushy. Et ça, c'est ça qui est bien, c'est qu'on me dit, mais tu poses les questions que tu veux, Cyrielle. Est-ce que je peux vous dire ça? Enfin, est-ce que je peux faire juste mon rôle parce que j'y vais, parce que si je fais mon rôle, sinon j'y vais pas. Et elles sont très ouvertes à ça. Et donc ça, je trouve qu'elles aiment également, elles ont toutes des comités aussi, hein, des comités avec pas forcément des journalistes, mais avec des ONG environnementales pour se challenger en interne, pour faire mieux. Et de plus en plus, hein, en fait, elles travaillent en collaboration avec des ONG environnementales pour justement bien faire.
pour éviter de se faire tacler. C'est super optimiste ce que tu dis là, que le chemin est sur la bonne voie et que les entreprises le font, le prennent. Mais est-ce que tu penses que parfois le greenwashing, c'est involontaire pour les marques et qu'elles elles se prennent des bad buzz sur des sujets et au final, elles étaient préparées et puis la photo qui fait mal. Est-ce que Je pense qu'ils ne sont jamais préparés et que pour avoir un bad buzz, un greenwashing, c'est aussi grâce à mes consoeurs et confrères de journalisme d'investigation. L'investigation, c'est du temps. C'est du temps sur le terrain, c'est des mois d'enquête, c'est beaucoup de ressources à donner et c'est dans le temps long. Et on en a besoin. On a besoin pour faire tomber des cas où en fait c'est trop gros. Et heureusement, par contre, effectivement, la société va vite, on est dans l'ère du zapping, tout va très vite, etc. Mais pour dénoncer des grosses affaires, on a besoin de ces journalistes-là. Et à partir de là, après, effectivement, là, ils ont l'obligation de répondre. Et là, ça peut faire du bad buzz. Donc, d'un côté, effectivement, il y a les consommateurs sur l'instantanéité. Et pour des gros dossiers, mettre son nez dans des rapports, etc., c'est mes consoeurs et confrères journalisme d'investigation. Et on en a véritablement besoin. Donc, en fait, c'est juste que... Après, si préparés, ils ont tous des cellules de crise quand on est dans des grandes entreprises et tout. Mais... je suis peut-être utopiste, mais après, c'est à nous aussi de choisir là où on veut consommer, sur quelle marque on a envie d'aider, qu'est-ce qu'on a envie de... Donc c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Exactement. C'est ce que je sais plus qui disait ça, mais le pouvoir d'achat est derrière sa carte bleue en fait. Ouais. Au final. Tu parlais des journalistes d'investigation. Il y a aussi beaucoup de nouveaux médias digitaux qui se sont lancés sur tous ces sujets. Il y a aussi beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses qui ont pris le pas et qui partent faire des enquêtes, etc. Est-ce que tu penses qu'elles ont un vrai rôle à jouer et est-ce que tu as des gens en tête où tu vois que leur travail est vraiment pertinent, intéressant J'ai pas forcément de personnes en tête parce que c'est pas forcément le contenu que je regarde. C'est vrai que moi je suis très documentaire sur les plateformes par exemple. Je trouve qu'ils ont ce rôle d'éclaireur. Et donc, oui, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de carte de journaliste qu'ils n'ont pas le droit de parler de tel ou tel sujet, pour le coup. Si c'est bien travaillé avec des bonnes personnes interviewées sur le terrain, je trouve ça génial. Et puis d'éveiller des communautés qui ne lisent pas forcément tel ou tel quotidien, mais ils vont suivre cette personnalité qui leur parle plus, parce que plus jeune, parce que c'est plus dans leur univers, etc. Et donc oui, moi je pense qu'ils peuvent tout à fait avoir et endosser, ils le font parfois merveilleusement bien, endosser ce rôle d'éclaireur ou d'éclaireuse pour parler de ce sujet-là. Tu parlais tout à l'heure de raison d'être, de sens. Est-ce que tu as en tête des contenus qui font sens dans un monde où aujourd'hui on est saturé on parle d'infobésité. Est-ce que tu as en tête des contenus qui peuvent être pertinents pour les marques ? Alors, pas forcément de contenu. Moi, ce que j'écoute, en tout cas, pour me donner et pour m'entraîner en anglais, c'est les podcasts d'Oprah Winfrey, par exemple. Et cette femme qui, pareil, est partie de rien. Et en fait, ce que j'aime chez cette femme, peut-être aussi la mentalité peut-être américaine, mais c'est qu'elle peut autant interviewer des gourous, des personnes très spirituelles, ésotériques, que des leaders politiques. C'est-à-dire qu'elle peut nous parler de pensée positive, d'ayurveda, d'ésotérie, de spiritualité, que de parler de maladies avec Lady Gaga ou de campagne avec Obama. Elle est incroyable. C'est un couteau suisse, c'est un soleil extraordinaire. En tout cas, moi, c'est vraiment la figure emblématique qui m'a toujours inspirée depuis que j'ai moins de 10 ans. Et donc, moi, c'est ces contenus de self-motivation, en tout cas, ouais. Peu importe qu'on soit... C'est vraiment qui nous donne espoir et qui nous motive, en fait. La voix d'Oprah, j'adore l'intonation. C'est à l'américaine, on adore. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. Voilà, c'est pas linéaire, c'est très pushy, un peu à la Tony Robbins.
Et donc moi, ça m'inspire. Mais ça s'inspire pour être la meilleure version de soi-même, pour être un super leader, une super maman, une super femme, une super épouse, et de nous donner plein de contenus, etc. Donc il m'éveille sur plein de sujets, mais c'est beaucoup de développement personnel, Oprah Winfrey. C'est accessible et c'est solaire. Donc ouais, moi, c'est ce genre de contenu qui me donne, on va dire, la patate et la motivation dans mon quotidien, et qui me booste à créer mes propres rêves, en fait, à les écrire sur papier, à les pitcher ailleurs pour mettre en réalité mes désirs, mes créations. D'ailleurs, tu es créatrice de contenu aussi. C'est quoi ta démarche pour raconter les belles histoires qui vont inspirer réellement les gens? Est-ce que tu as une secret sauce? Ma secret sauce, c'est d'aller interviewer des gens qui m'inspirent, déjà. C'est-à-dire d'être déjà attirée par leur histoire. Et ensuite, une fois que je les ai en face de moi, waouh, à chaque fois, par exemple, c'était l'année dernière, ça faisait 3 ans que j'avais repéré, comme j'étais sur ma plongée sur les requins, mon éveil, etc., sur leur vulnérabilité, le fait de vouloir faire quelque chose pour eux. L'océan à laquelle je m'étais reconnectée depuis que je me suis fait opérer du cœur, j'ai repassé mes niveaux de plongée, etc. Donc je passe de plus en plus d'heures sous l'eau, donc en observatrice de cette biodiversité qui me fascine, et notamment donc, de ces créatures dont tout le monde redoute. Et j'avais découvert effectivement une victime, une personne qui en 2009, dans le port de Sydney, donc un Australien, s'était fait arracher 2 membres, une jambe, un bras, par un requin bulldog. Et aujourd'hui, il passe sa vie sous l'eau à vouloir protéger les requins, et en plus, à leur même donner à manger à la main, alors qu'il a une prothèse. Et cette personne, quand je l'ai rencontrée l'année dernière à Los Angeles, justement pour l'interviewer et voir s'il pouvait faire partie de mon documentaire, de mon film, bah ouais, c'est des parcours. En fait, ça fait 3 ans que je connaissais l'histoire de cette personne, que je le suivais au quotidien sur les réseaux sociaux. Et ensuite, je l'avais en face de moi. Je l'avais vu dans Seaspiracy aussi. Il était interviewé dans ce documentaire qui dénonce, on va dire, les dessous de la pêche. Et en fait, oui, je suis d'abord passionnée, fascinée par les histoires, par les parcours inspirants de ces personnes. Et après, bah, qu'est-ce que j'aime leur faire des interviews pour regarder, regarder ce parcours, regarder cette self-résilience, regarder comment on dit ça, oui, cette résilience, ce pardon qu'il a su faire au requin, peut-être le pardon que j'ai pas pu faire avec ma mère. Donc bref, plein de parallèles. Et en fait, je suis d'abord aspirée par l'histoire de la personne, et ensuite que j'ai envie de partager. Regardez cette solution, regardez cette start-up incroyable, regardez. Est-ce que tu peux nous parler de ce... Là, tu as un peu parlé de ce documentaire sur les requins. C'est quoi le format? Aujourd'hui, je n'ai pas toutes ces informations parce que ça change beaucoup. Et là, je suis plutôt dans le recrutement et je cherche ma propre équipe artistique. En tout cas, j'ai appris beaucoup. Ça a été dans l'écriture de ce traitement. Ce n'est pas encore à l'étape de scénario, mais de traitement. C'est très cathartique. En fait, j'ai l'impression que je crée comme une artiste. En fait, il y a 10 ans, je me fais opérer du cœur. Je crée ce journalisme de solutions. Et 10 ans plus tard, je perds ma mère et finalement, je crée un film où, en fait, quand je plonge dans les profondeurs, je plonge finalement dans mes propres profondeurs. Et quand je suis face à un requin, je suis face à ma mère. Et en fait, c'est très profond, cette histoire. Et donc, je ne peux pas en dire plus, mais c'est effectivement le plus beau voyage. Vouloir sauver le monde, en fait, c'était pour se sauver soi-même. Mais se sauver soi-même, ça commence par son propre voyage intérieur, qui est le plus douloureux. Affronter ses démons, puis pardonner. Pardonner, pardonner, pardonner. Ça, je pense que c'est intrinsèque à chacun. Quand on a le cœur serré, c'est dur, en fait. C'est très, très dur et on se fait du mal. Et donc, moi, je raconte l'histoire avec ma mère, en fait, au final. Elle est venue apporter finalement de la profondeur à ce... Au début, c'était une dimension environnementale. On va plonger avec les grosses bébêtes pour les sauver. Finalement, ça devient beaucoup plus profond, plus universel et beaucoup plus douloureux. Donc, je ne peux pas le dire. Universel et personnel. C'est aussi personnel qu'universel. On a tous le cœur fermé. On a tous nos propres démons et une part sauvage à apprivoiser. Tu parlais tout à l'heure de contenu justement pour sauver ces espèces, etc. Comment faire en sorte que ces contenus-là ne soient pas trop moralisateurs ou culpabilisants? Moi, c'est pas ce que je fais. Pour le coup, dans l'écriture de ce film, j'espère verra le jour, c'est justement regarder mes échecs. Je me mets totalement à nu pour montrer, en disant waouh, voici les leçons de la vie.
Voici ce que ça m'a fait de perdre ma mère brutalement sans jamais lui avoir pardonné de son vivant. Ça, je pense que c'est la plus grande douleur. Mais par contre, voilà, peut-être que mon histoire, ça peut servir d'autres qui, pareil, ont le cœur serré avec un proche, son mari, sa femme, son enfant, ses parents, un frère, une sœur, de se dire en fait, le pardon, c'est libérateur. Tout comme ceux qui, après avoir été attaqués par un requin, pardonnent. Et en plus, ils ont un message de protection. Là, j'ai appris énormément en fait. J'ai appris énormément. Au début, j'étais sur la quête environnementale. Après, je me suis dit, waouh, la perte d'un proche, ça m'a fait plonger dans mes profondeurs, affronter mes démons. Et je suis toujours en lutte avec mes démons intérieurs. Ça a un impact sur ma vie de femme, peut-être sur ma future vie de mère. Et c'est abyssal. Mais alors moi, pour le coup, au moralisateur, jamais. C'est plutôt, essayons de faire du mieux qu'on peut, chacun, mais c'est sûr arrêtons de pointer du doigt les autres et de critiquer. Regardons déjà ce que nous on fait, ou ce qu'on fait pas d'ailleurs. Et faisons les choses. Ouais, c'est ça, moi, pour le coup, se comparer, non. Par contre, essayer d'être une meilleure version de soi-même, peu importe que ce soit dans le milieu pro, perso. C'est surtout ça. Moi, j'ai toujours d'énormes leçons à prendre. Mais comme un artiste, c'est vrai, je me mets à nu et je me dis peut-être que ma douleur et mon histoire, ça peut aider certains qui, pareil, quand on a le cœur fermé, peut-être que si on apprend à l'ouvrir un peu plus, peut-être que ça peut nous aider à nous sentir mieux, en tout cas, avec soi-même et peut-être du coup de manière meilleure avec les autres. Après, ce que j'aime beaucoup dans tout ce que tu racontes et ce que tu as vécu, c'est toute cet optimisme que tu as en toi et qui se reflète dans les contenus que tu peux produire, dans la façon dont tu peux accompagner les autres, les entreprises, mais également les êtres humains et les animaux. Et ça, c'est une vraie qualité de voir le côté positif des choses. Pour toi, c'est ce qui te donne espoir que les choses vont dans le bon sens et que ça change? Écoute, c'est vrai que c'est une énergie que j'ai en moi. Alors, parfois, il faut que je touche le fond pour pouvoir me remettre. Après, j'ai une capacité effectivement à vouloir toujours aller de l'avant. Et c'est vrai que je ne suis... Alors ça, c'est aussi un défaut, je ne suis jamais satisfaite. C'est-à-dire qu'une fois qu'il se passe une chose, ok, bon next, bon ok, bon next, bon ok, au lieu de se dire, hey, regarde ce que tu as fait, prends confiance en toi et continue, je suis en mode, oui, enfin bon, on va continuer, non mais je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Donc c'est une quête toujours de vouloir, donc jamais me reposer sur mes lauriers et en plus jamais être satisfaite et me dire, bon moi j'ai fait ça, non, alors justement, pour le coup, pas du tout. Je veux toujours aller plus loin, pousser le curseur encore plus loin et plus haut. Donc en fait, donc je suis toujours en mode, bon, on y va, on continue, allez, on move on, on va de l'avant. Donc c'est vrai que c'est comment je suis au quotidien de manière très personnelle. Alors peut-être que du coup, ça vient effectivement dans le professionnel. Mais ouais, je suis jamais, je me targuerais de me dire, bon, moi j'ai fait ça, génial. Pas du tout. Alors oui, et so what? Continue. On peut toujours être think bigger. C'est plutôt ça, moi. C'est clair. Et c'est ce qui te correspond le mieux. On arrive à la fin de notre entretien, etc. Mais c'est passé vite, Et c'est Nicolas. passé super vite. On n'en a pas du tout parlé, mais je sais que tu parles beaucoup de Michael Jackson comme source d'inspiration. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu des choses sur Michael Jackson? Je crois que ça te parle aussi, sinon tu Ouais, l'aborderais pas. c'est une de mes passions et on s'est rencontrés par ce biais-là. Michael Jackson, beaucoup pensent que voilà, il a fait les gros titres, chirurgie esthétique, pédophilie, etc. Moi, c'est vrai que j'ai voulu creuser, et c'est pas du tout cet aspect que j'ai vu. Moi, j'ai vu à 8 ans, quand il a chanté Earth Song, et j'ai rencontré le réalisateur, qui est devenu un photographe de renommée, Nick Brandt, de ce clip vidéo en 95. En fait, c'était un avant-gardiste sur les enjeux et les mots de la Terre, en fait. Quand il dénonçait, il parlait des personnes en fragilité, persécutées dans They Don't Really Care About Us, tournées dans les favelas de Rio, tournées par Spike Lee. C'était déjà très engagé. Michael, pour moi, était un militant. Quand vous regardez Men in the Mirror en 87, album Bad, c'est mon année de naissance, donc je connais par cœur ces paroles, je connais par cœur cet album, j'ai même un tatou, mais parce que Men in the Mirror, c'est ce qui m'a donné envie d'aller dans les camps de réfugiés.
Si tu veux changer le monde, commence par regarder la personne dans le miroir. Donc oui, c'est sûr que ça détonne en conférence pour parler de figures environnementales. Je n'énonce pas Yann Arthus Bertrand ou David Attenborough. Moi, c'est le premier qui m'a montré, quand j'avais 8, 6 ans, la déforestation, la pauvreté, la misère. C'est les clips de Michael Jackson. Ouais, je vous invite, pour celles et ceux qui ne comprennent pas, à regarder Men in the Mirror, Album Bad, Earth Song, History. C'est bien History, c'est ça. Enfin, en fait, il n'y a que les enjeux environnementaux, d'humanitaire, de pauvreté, de misère. Donc moi, effectivement, j'ai grandi avec ça, en regardant les clips sur MTV ou sur les grands CDV. Et je me suis dit, c'est dingue, en fait. Lui, c'est une star. Il danse bien, il chante bien. Et en plus, il dit des choses qui sont très profondes. En fait, c'est ça, c'est la profondeur d'esprit. Et même Heal the World, voilà, pareil, c'est un tatou, soigner le monde. Je trouve que c'est humble, hein, change the world, mais aussi soigner le monde. C'est-à-dire que le monde, en fait, il faut juste le réparer. Il faut qu'on le répare. C'est nous qui causons les guerres, c'est nous. Ben, essayons de le soigner. Et ça, déjà, ces enjeux, c'était il y a 20 ans, et c'est toujours d'actualité, en fait. Encore plus. Encore plus. Donc, en fait, moi, Michael Jackson, c'était avant tout un militant écologiste et un militant pour la cause humanitaire qui voulait déjà nous rassembler avec un message de paix. Et c'est ce qu'il a fait en 93 au Super Bowl avec une énorme globe derrière lui, avec Heal the World, et on se tient la main. C'est lui qui mettait un char d'assaut sur scène pour dénoncer, effectivement, qui se mettait comme ça devant le char d'assaut pour dire stop, arrêtons. Mais qui fait ça aujourd'hui? Avec cette aura-là, avant l'ère. Donc ouais, moi, Michael Jackson, je l'assume, c'est celui, on peut pas lui enlever, hein, on peut pas lui enlever ses paroles et ses titres et ses clips, en fait. Il suffit de les regarder. Et donc moi, c'était dans ma période 90, j'avais entre 5 et 10 ans, et en fait, ça m'a marqué. Ça m'a marqué, et en fait, grâce à Men in the Mirror, j'ai voulu creuser les enjeux humanitaires. 8 mois plus tard, je suis dans les camps de réfugiés, et 1 mois plus tard, je reçois un implant cardiaque qui me sauve, parce que ça faisait 27 ans que mon cœur était mal formé. Et donc, c'est vrai que ça a changé ma vie. Et ça m'inspire encore au quotidien. Et c'est vrai, Heal the World, c'est sur mon poignet. C'est quand j'interviewe quelqu'un, c'est toujours une personne qui veut soigner le monde. Et c'est devenu un peu mon mantra. Alors maintenant, c'est plutôt Heal Myself. Et effectivement, la perte de ma maman, j'ai compris qu'il fallait que je répare toutes mes blessures d'enfance profondes, mes failles, pour pouvoir ensuite encore mieux Heal the World. Écoute, c'est super de finir sur ça. D'habitude, je propose à mes invités de me donner une chanson qui représente leur personnalité ou l'état d'esprit. Mais bon, pour toi, ça sera Heal the World, Michael Jackson. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Nicolas. Merci beaucoup. Si tu devais résumer en une phrase ton engagement, ça serait quoi? Communiquer pour mieux protéger. C'est super. Merci beaucoup, Cyrielle, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé autant de choses personnelles et professionnelles. Et puis, écoute, à très très vite pour suivre tes belles aventures sous l'eau. Merci beaucoup, toi, Nicolas. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a vraiment plu. Merci de le partager autour de toi et de laisser une note de 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça nous aide énormément à faire connaître ce podcast. Si tu as des projets en stratégie éditoriale ou en production de contenu vidéo et audio, n'hésite pas à contacter mon agence Story for Brands. Nous aurons plein d'idées pour vous. Il suffit de nous écrire. Au nom de toute l'équipe, on te dit à très bientôt pour un autre épisode. Au revoir.